La situation en Iran va nous intéresser aujourd'hui. Comme vous le savez, comme vous l'avez vu récemment, la situation au Moyen-Orient, qui est déjà fortement dégradée, s'est aggravée. Il y a eu des frappes israéliennes en Iran, frappes qui ont touché notamment des cibles civiles. Il y a eu beaucoup de victimes, etc. Et l'Iran a répliqué et l'Iran a frappé Tel Aviv. Au moment où on tourne le 15 juin au soir. Il y a eu de nouvelles frappes israéliennes en Iran aujourd'hui qui ont été extrêmement meurtrières. Voilà, donc c'est une situation qui est en train de monter en intensité, en violence, dans un contexte que vous connaissez déjà très bien au niveau notamment de la guerre en Palestine. Cette situation, on a envie de vous en parler de manière un peu complète, pas juste sous forme d'actu, mais aujourd'hui on vous propose une capsule où on va parler de la situation iranienne, où on va faire un petit retour historique sur l'histoire récente de ce pays, sur toutes les questions politiques qui se posent, les conflits internes, etc., et les conflits extérieurs, les histoires d'alliances et tout ça qui se joue. On va le faire avec un angle marxiste, d'accord ? Donc ni la voix de la CIA, ni campiste teubé. Et pour ça, je suis accompagnée de Chris et d'un diapo. Et donc là, ça va être vraiment super. Hein. C'est vraiment le top. Ok, bah nickel, on va essayer de faire ça. Donc l'idée, hein, comme l'a dit Zoé, bah ouais, on va prendre un peu de recul là-dessus et puis essayer de voir un petit peu ce que ça nous dit. L'histoire de l'Iran, ça va nous faire du bien que tu nous en parles un peu, Chris, parce qu'en vrai, tu vois, dans les médias, on nous présente toujours le truc d'une manière très, comme souvent en politique internationale, extrêmement binaire, extrêmement partiale. Et surtout, on a du mal à comprendre quels sont les enjeux. Il y a toujours cette espèce de truc de gentil et de méchant et tout. Alors qu'en fait, vraiment, l'histoire récente de l'Iran, elle est complexe et très intéressante, surtout quand on est marxiste. Et donc, on va essayer de remettre un petit peu de complexité dans tout ça pour que chacun puisse comprendre ce qui se passe sans se faire manger le cerveau par de la propagande. Exactement, donc je vous montre un petit peu. Ce qui est intéressant sur l'Iran, c'est de bien comprendre que c'est un pays qui a quand même une situation avec l'impérialisme américain notamment, et l'impérialisme occidental qui est très très important. Il y a un mouvement qui est très important, ça a été le renversement de Mohammad Mossadegh en Iran en 1953. Dans une période très importante post-45 décoloniale. L'Iran, à l'époque, avec le premier ministre Mossadegh et son gouvernement, a commencé à vouloir nationaliser les hydrocarbures, notamment le gaz et le pétrole. Hein. Vous savez que c'est un territoire qui est extrêmement important dans la production du pétrole et du gaz. Et ce fait-là de Mossadegh a déclenché les foudres de l'impérialisme américain parce que la nationalisation était impossible et il a été renversé en 1953 et sa destitution a été suivie du retour de ce qu'on appelle le Shah d'Iran. Alors, le Shah S-H-A-H, hein, qui est une espèce de roi, qui a été un roi fantoche. Et ça a été vraiment très important parce que on parle de l'impérialisme américain, mais dans les années 50, c'était l'impérialisme britannique et aussi français. Il faut savoir que les Français étaient très impliqués justement dans cette zone-là. On est avant la décolonisation totale de l'Empire français, hein. On est en 51-53. Les premiers événements en Algérie, par exemple, seront en 54. Ça se finira en 62. Donc on est vraiment au début de la décolonisation. Et Mossadegh, en nationalisant le pétrole, commence à aller contre les intérêts britanniques, français, américains. Et donc, c'est vraiment un personnage très, très important du mouvement de la décolonisation. Et l'Iran devient un pays, à ce moment-là, très, très important dans, on va dire, l'espace de refus de l'impérialisme et de refus de la soumission aux intérêts impériaux, notamment dans la gestion des ressources, pétrole, gaz, etc. Voilà. Et petite question, Chris, parce que moi, j'ai bien appris mon catéchisme, j'ai regardé la télé et tout. Et on m'a dit, en fait, les États-Unis, l'Europe et tout ça, en fait, eux, ils se battent pour la démocratie. Parce que c'est des démocraties et les autres, c'est pas des démocraties. C'était quel régime sous Mossadegh à l'époque ? C'était une démocratie. Hein, Ah bon ? C'était quelqu'un qui avait été élu légalement. Ouais, je sais, il y a des petites surprises comme ça. Vraiment, je suis vraiment surprise, putain. Qui avait été élu... Je suis en train de me rendre compte que peut-être que la soi-disant lutte pour la démocratie, en fait, c'est une lutte pour pouvoir maintenir des propriétés privées lucratives sur des ressources extrêmement importantes et en fait maintenir le capitalisme. Putain, mais... Ah là là, quelle dinguerie. Donc ouais, c'était une démocratie. L'Iran, en plus, est un pays avec une très longue histoire, enfin la Perse, etc. Donc c'est un pays avec un nationalisme très important. Il y a beaucoup de pays dans cette région-là qui sont assez récents, qui sont nés de la partition après les guerres mondiales, la première et la deuxième, c'est-à-dire, tu sais, des accords Sykes-Picot, c'est-à-dire le démembrement de l'Empire ottoman.
là où on a commencé à créer la Syrie, le Liban, etc., dans les intérêts impérialistes. Ensuite, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de la même manière, il y a eu une reconstruction des frontières à ce moment-là. Si vous vous intéressez à ça, hein, les accords Sykes-Picot, hein, c'est vraiment des accords où les pays ont été divisés en fonction de l'intérêt des exploitants pétroliers. C'est-à-dire les Britanniques d'un côté, les Français, les Américains de l'autre. Donc c'était vraiment quelque chose de très important. L'Iran, au milieu de tout ça, est un très très vieux pays, bien plus vieux que les pays occidentaux, la Perse, etc. Donc a gardé une forme d'emprise et de fierté nationale dans cette région. Donc c'est pour ça que c'est un pays extrêmement important. Donc le renversement de Mossadegh est très important dans l'histoire du monde, parce qu'il montre l'impérialisme en armes, et il a été de fait très très important en Iran. Ils ont donc mis un roi fantoche, le Shah d'Iran, à sa place, donc la famille Pahlavi, mais jamais cette famille ne fera autorité, et elle débouchera près de 20 ans plus tard, un peu plus de 20 ans plus tard, sur la révolution islamique iranienne en 79 avec l'ayatollah Khomeini, quoi. Ce qui est très important, c'est de montrer que Mossadegh, pour les révolutionnaires de 79, était une figure absolument décisive. Ça a été quelqu'un qui a été convoqué justement, qui était sur beaucoup de tracts, etc. pendant la contestation, que ce soit dans les années 60, parce qu'il y a eu une longue contestation avant la révolution de 79. Et donc ça a été vraiment une figure extrêmement importante, justement dans l'idée de la lutte anti-impérialiste et dans l'idée de l'autonomie justement des pays face à l'impérialisme. Donc il y a eu une continuité entre Mossadegh et les révolutionnaires de 79, Khomeini, etc. Voilà. Donc c'est vraiment la constitution de, on va dire, de l'esprit national anti-impérialiste moderne qu'on a encore aujourd'hui en Iran. Tout ça ne vient pas des dernières années. On a vraiment un pays qui est profondément anti-impérialisme, on va dire après la Seconde Guerre mondiale, il était voilà avant, mais qui est vraiment au cœur de l'anti-impérialisme. Donc c'est pas neutre en fait qu'on ait ce pays qui se prend des attaques continuelles des États-Unis et de leur soutien comme Israël, quoi. Est-ce que c'est clair pour ça, ou est-ce qu'on a besoin, donc si vous vous intéressez à creuser, hein. Donc les gens demandent Mossadegh si c'était un socialiste. Alors Mossadegh, c'est toujours un peu compliqué de définir comme nous, mais c'est un parti, on va dire, il vient d'un socialisme un peu modéré, quoi. Et il était ce qu'on appelle le Front National iranien, Front National d'Iran, je crois, c'était ça son parti. C'est un parti effectivement qui pourrait passer pour socialiste chez nous, parce qu'il est pour énormément de nationalisation, alors que c'est pas un parti marxiste-léniniste, quoi. Voilà, c'est vraiment un parti libéral, social-démocrate, etc. Voilà. Mais dans le contexte d'un Iran totalement soumis à l'impérialisme, ce position de centre de Mossadegh est vue comme d'extrême gauche pour l'impérialisme américain et britannique et français de l'époque, quoi. Voilà. Les gens dans le chat font le parallèle avec Nasser en Égypte. Est-ce que tu signes toi, sur ce parallèle? Nasser est plus à gauche. Les parties basses panarabiques sont plus à gauche, mais il y a une continuité assez intéressante, parce que oui, c'est des partis de la bourgeoisie progressiste nationale qui sont profondément laïques aussi. Ça fait partie aussi de leur vision. Ça posera aussi des problèmes. On a parlé un petit peu de ce qui s'est passé justement en Égypte, l'Égypte de Nasser, plus socialiste mais laïque, etc., qui posera des soucis justement de montée des frères musulmans, par exemple, voilà, et d'une vision religieuse. C'est aussi les contradictions iraniennes. Mossadegh vient aussi un peu de cette bourgeoisie progressiste nationale, très nationaliste, aussi anti-impérialiste, mais aussi très laïque. Ce que seront ensuite le Shah, etc., cette laïcité, qui est vue comme un privilège de bourgeois, et la religion, les partis religieux, et notamment Khomeini ensuite, apparaîtra comme beaucoup plus révolutionnaire. Justement parce que la bourgeoisie étant très laïque, la religion en Iran viendra comme une force révolutionnaire, très populaire, d'en bas, pour renverser ensuite cette bourgeoisie très laïque, un peu hors sol, quoi. Voilà. Donc le parallèle, il est intéressant là-dessus, même si le parti basse de Nasser et tout le panarabisme est beaucoup plus socialiste que pouvait l'être Mossadegh, quoi. Et donc là, le chat trépigne, on a envie de parler de cette révolution de 79. Ah oui, parce que tu sais, c'est quand même le truc dont on a le plus entendu parler. Ça a aussi été popularisé chez nous avec des œuvres culturelles, tu sais, type Persépolis, etc., tu vois, ce genre de choses. Surtout que Marjane Satrapi, c'est une anti-révolutionnaire, donc... C'est un peu ça, c'est un peu là-dessus que j'ai envie d'aller te chercher, qu'on en parle d'une manière un peu différente, parce qu'en gros, le truc un peu classico que tu te dis dans les milieux de gauche sur la Révolution 79, c'est
Donc il y avait le Shah mis en place par la CIA, il a fallu le renverser. Il y avait 2 grandes forces révolutionnaires qui étaient d'un côté les révolutionnaires islamiques qui voulaient mettre en place une théocratie, et de l'autre des révolutionnaires plutôt de gauche, plutôt avec des courants marxistes, avec des courants socialistes, etc. à l'intérieur. Ils se sont alliés pour faire tomber le Shah, et qu'ensuite il y a eu une guerre intestine avec la victoire de la branche, on va dire, islamique des révolutionnaires, aux dépens des révolutionnaires de gauche, socialistes, marxistes, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette fameuse révolution de 79 ? Ouais, on peut. Alors, donc c'est vraiment le. On a parlé justement donc de l'opération Ajax, là, qui était l'opération de la CIA pour renverser Mossadegh. Là. Pendant ensuite la réinstallation du Shah, il y a eu vraiment un autoritarisme du Shah très important, c'est-à-dire pour réprimer les opposants politiques et tout. Et une très grosse période de prospérité économique, mais un petit peu bidon, basée sur vraiment l'augmentation du prix du pétrole. Et donc avec énormément d'inflation pour les gens. Énormément de pauvreté qui s'est accrue, etc. La création vraiment de conditions révolutionnaires en Iran avec vraiment énormément de gens qui étaient très appauvris, notamment dans les plus basses couches, prolétaires, etc. Et des gens qui en plus qui avaient une solidarité religieuse, etc. C'est pour ça aussi que Khomeini a été très important à cette période-là, quoi. Il y avait aussi le parti communiste Toudé, qui avait une bonne base dans la population ouvrière, qui a été justement très important dans la révolution de 79. Donc, en 79, il y a vraiment une alliance objective du Parti Front National iranien, c'est-à-dire des gens qui étaient proches de Mossadegh, voilà, du Parti communiste Toudé et de Khomeini. Ça a vraiment dégénéré en 78. Parce que Khomeini, qui était très très important, devait être encore en France à l'époque. Alors je ne sais pas si vous savez, mais et il a longtemps vécu en France, Khomeini. Enfin, il était en exil sous le Shah, en France, à Neauphle-le-Château. Voilà. Et donc, il a été... De quoi? Moi, je dis, tu es très précis, j'aime bien, Chris. Ouais, c'est bien. Et donc, dès 78, ça commence à vraiment monter. Il commence à y avoir de très grandes guerres. Il commence à y avoir une très grande protestation. Il commence à y avoir des guérillas dans les quartiers. Il commence à y avoir des incendies. Et il y a ce qu'on appelle à un moment donné le vendredi noir. En fait, il y a eu des très grosses émeutes. Et l'armée iranienne a réprimé, mais dans le sang, les manifestations en utilisant des chars, des hélicoptères. Voilà. Et il y a eu énormément de manifestants tués. Je crois qu'on parle de presque 5000, vous vous rendez compte, 5000 manifestants tués à cette période-là par le pouvoir du Shah. Et il y a quelque chose de très connu qui est l'assassinat de la place Jaleh. 500 personnes ont été tuées sur une place en répression des manifestations. Je ne sais pas si on se rend compte aujourd'hui, mais c'est des choses... Dinguerie. C'est une dinguerie absolue, quoi. Voilà. Donc tout ça fera que le Shah s'enferme dans la répression absolue, mais le mouvement est trop fort et il finira par tomber. Je crois que c'est février 79, quelque chose comme ça. Voilà. Et Khomeini arrivera au pouvoir avec son parti, le parti républicain islamique. Voilà. Et donc s'installera justement le gouvernement islamique de Khomeini et donc l'installation du régime qu'on appelle aujourd'hui le régime des Mollahs, avec un fort anti-impérialisme. Et depuis 79, il y aura des moments on va le voir ensuite dans les diapos, mais de repli, mais aussi des moments d'intense violence. L'autonomisation de 79 de l'Iran, la sortie de l'impérialisme britannique, français et américain ne passera jamais. Et donc le régime iranien sera toujours vu comme le grand Satan, comme on l'appelle aujourd'hui, quoi. Du coup, on n'a pas trop répondu sur cette histoire communiste versus révolutionnaire pour le régime des Mollahs. De quoi alors les communistes étaient alliés avec les Mollahs pour la révolution de 79. Ensuite, ils ont subi une répression très importante. Et donc oui... Chris, on veut savoir, est-ce que c'était vraiment une révolution islamo-gauchiste au sens propre du terme? Et est-ce qu'il s'est passé ce que les droitards nous disent qu'il va se passer, c'est-à-dire une fois qu'on prend le pouvoir, les méchants musulmans, ils ont tué les gentils communistes? Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Est-ce que la CIA a choisi de mettre au pouvoir la branche islamique de la révolution pour tuer le communisme? On veut savoir, Chris. Qu'est-ce qui s'est passé? Clairement, c'est pas du tout une révolution islamique comme on peut l'imaginer. Par exemple, la CIA a fait ça en Afghanistan pour combattre les forces afghanes proches de l'Union soviétique à l'époque. Ils ont fait monter justement ce qui deviendra Al-Qaïda. Mais là, on est vraiment dans une révolte interne à l'Iran.
Voilà, donc c'est vraiment des forces. Effectivement, il y a eu une répression du régime des Mollahs contre le Parti communiste, parce qu'il y a aussi des contradictions internes, et que les Mollahs ne sont pas des communistes, voilà, donc, mais on n'est absolument pas dans une instrumentalisation de Khomeini par la CIA contre la montée du communisme en Iran. Et c'est très compliqué aussi de les traiter, alors on peut les trouver, voilà, que c'est très religieux, etc., mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on ne peut pas tout à fait les comparer aux islamistes qu'on voit, par exemple, dans les pays sunnites. On a parlé tout à l'heure de l'Égypte, ou voilà. Oui, alors précision que beaucoup de gens connaissent, mais qu'on n'a pas précisé depuis le début. L'Iran est un pays à forte majorité chiite. C'est ça. D'accord. Et pas sunnite. Donc c'est à noter aussi. Voilà, donc vraiment, il faut bien comprendre que la vision révolutionnaire, populaire, religieuse que portait l'ayatollah Khomeini, etc., est très importante parce que le chiisme fait aussi partie de la composante nationaliste de l'Iran. Ça fait vraiment partie de leur histoire. C'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on peut voir sur des islamistes qui ont pu être inventés ou instrumentalisés par les Américains dans des pays à majorité sunnite, quoi. Et vraiment, l'Iran, à partir de là, sera, on va le voir ensuite, donc là je vous ai mis après la guerre Iran-Irak, voilà, mais l'Iran sera un pays qui sera toujours vu comme Cuba, un peu, comme un pays qui a refusé l'impérialisme et qu'il faut absolument combattre, mettre sous embargo, mettre sous sanction, etc. C'est vraiment fondamental, quoi. Quelqu'un qui dit, c'est pour aller titiller mon Chris, dire que le chiisme est un moteur révolutionnaire, c'est un peu idéaliste, non? Alors moi, j'ai pas compris que tu avais dit que c'était le chiisme en soi qui était un moteur révolutionnaire. Non, vas-y, je te laisse. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que dans la société, c'est pas un moteur révolutionnaire en soi, dans la société nationale réprimée par, le Shah, très laïque, là où justement le schisme était très important en Iran depuis plusieurs siècles, d'avoir des gens mis par les Britanniques, les Américains et les Français au pouvoir, eux-mêmes laïcs, etc., ça a été un facteur très révolutionnaire. C'est-à-dire que ça a été une identité nationalo-religieuse qui était réprimée par les autorités du Shah, voilà, et donc qui a été mobilisée par les classes populaires comme une forme d'identité et de vision du monde contre leurs élites que le Shah représentait, et donc a été un très très gros moteur de la révolution populaire de 79. Mais voilà, c'est les percussions entre la bourgeoisie du Shah, de Pahlavi, etc., et les classes populaires qui a mobilisé le chiisme dans une forme de nationalisme révolutionnaire. Voilà. Alors ensuite, on va aller sur la guerre Iran-Irak. Attendez, je reprends mes notes. En attendant, alors, moi, tu vois, la guerre Iran-Irak, ce qui m'a vraiment marqué, c'est à quel point, tu sais, quand tu grandis un peu et que ta culture historique, géopolitique, etc., ne se fait pas que par le biais de l'école, de ce qu'on t'enseigne au collège, au lycée et tout ça, mais par le biais des lectures que tu peux faire et tout. Moi, ce qui m'a halluciné, c'est à quel point j'ai l'impression qu'à l'école, on ne m'a jamais parlé de cette guerre, ou quasiment pas, alors qu'en termes de, ne serait-ce que de nombre de morts, mais la boucherie que ça a été, c'est quand même un truc de fou. Et du coup, à quel point ça a pu marquer les sociétés irakiennes et iraniennes, et à quel point c'est déterminant dans ce qui s'est passé ensuite, tu vois. Ça, c'est impressionnant, quoi. Et donc voilà, la guerre Iran-Irak, ça démarre vraiment tout après 79, hein. C'est en 80, quoi, voilà. Donc le régime bassiste de Saddam Hussein, hein, en Irak, qui était allié avec les Américains à l'époque, hein, faut le savoir. Alors on prend peut-être l'histoire de l'Irak, mais Saddam Hussein a mal fini, peut-être est vu aujourd'hui comme quelqu'un d'anti-américain, mais à l'époque, il a été placé en Irak par les Américains. Alors, petit truc, comme c'était le cas pour Kadhafi, ne jamais pactiser avec les Américains et la CIA. Vous finirez... J'allais te dire. Vous finirez... Tu finiras toujours lynché. Tu finiras toujours mal. Voilà. Au départ, il te au début, ça va bien se passer. Et après, c'est la catastrophe. Après, ça finit. Mais tu te rappelles, je sais pas, je t'avais fait la blague une fois, mais j'avais dit à Padu dans une capsule. Est-ce que tu sais pourquoi il n'y a jamais eu de coup d'État aux États-Unis ? Parce que c'est le seul pays où il n'y a pas d'ambassade américaine. Voilà. donc c'est vraiment, ils ont vraiment l'habitude de ça, et leurs alliés là-bas sont vraiment jetables. Et donc à l'époque, en 80, comme la révolution intervient, le régime bassiste pro-américain de Saddam Hussein essaye d'attaquer l'Iran pour le déstabiliser et récupérer un morceau de territoire, alors qu'on voit ici, hein,
qui est le Chat al-Arab, qui est assez important parce que c'est au confluent du Tigre et de l'Euphrate, hein, de très grands fleuves, et qui se jette dans le golfe arabo-persique. Voilà. Et donc là, c'est vraiment un territoire assez clé, parce que c'est là où il y a beaucoup de transport fluvial, et il y a aussi l'accès à la mer et tout. Et donc, l'Irak attaque l'Iran à ce niveau-là. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit vraiment typiquement là, les effets de l'impérialisme. Là, on pourrait faire des comparaisons avec la Révolution française. Une fois que la Révolution s'installe en Iran, vous avez l'impérialisme qui essaye, avec des pays à côté, d'attaquer justement par l'extérieur voilà. Et ça fera le même effet. Après la Révolution française, on voit justement la Prusse, la Grande-Bretagne qui essayent d'attaquer la France. Et en 80, justement, pour le nationalisme iranien, etc., finalement, ce sera une opération ratée de l'Irak. Et ça va renforcer la révolution. Ça va renforcer la dynamique populaire de la révolution, justement dans l'idée de protéger le pays, hein, l'Iran, et protéger même la révolution. Donc ça, il y a un vrai effet de gardien de la révolution, c'est comme ça aussi qu'on appelle les Pasdaran aujourd'hui, voilà, mais de garder la révolution en vie. Et donc la guerre Iran-Irak qui était faite pour affaiblir l'Iran, finalement va beaucoup les renforcer et donc permettre aussi ce nationalisme iranien anti-impérialiste d'émerger, quoi. Et donc, on a une armée qui se reforme parce que l'armée était aux mains du Shah, etc. Et du coup, l'armée, finalement, est réformée, reformée, réalimentée par des gens beaucoup plus révolutionnaires avec cette guerre contre l'Irak, quoi. Cette nécessité aussi, ça permettra aussi pour l'Iran de rentrer dans une économie un peu de guerre et de construire aussi les grandes réformes gouvernementales. Et donc, paradoxalement, cette guerre très tôt après la Révolution, instrumentalisée par les impérialistes, etc., va solidifier la Révolution et le nationalisme anti-impérialisme iranien. Et donc, ce qu'on verra, hein, c'est comment dans les années 80-90, justement, l'Iran va, à partir de cette révolution, lui, commencer à étendre son influence, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le croissant chiite. La façon dont l'Iran, justement, essaiera de construire son influence avec tous les points où il y a des gens chiites. Donc, vous avez effectivement autour les anciennes républiques socialistes, Tadjikistan, Turkménistan, il y en a un peu aussi au Pakistan. Et puis, de fait, vous le savez, en Syrie, au Liban et un peu en Irak ou au Yémen. C'est pour ça aujourd'hui que vous avez cette influence du croissant chiite. C'est aussi pour ça que vous avez justement ces conflits, hein, notamment, vous voyez ici, hein, avec la Syrie, le Liban, etc. Vous avez justement, on se rapproche, hein, de notre sujet un peu, voilà. Vous avez une influence iranienne anti-impérialiste dans cet espace-là, c'est-à-dire là où il y a Israël, quoi. Voilà. Donc ça, c'était vraiment comment, après la solidification, après la révolution, après la solidification via la guerre Iran-Irak, on va avoir une république islamique qui, elle, va justement influer dans la région. Voilà, et après, les alliances ne sont pas aussi basiques que les chiites d'un côté, le reste de l'autre. Enfin, le Hezbollah est un parti chiite, le Hezbollah libanais, mais qui sont de très forts soutiens de la résistance palestinienne et notamment à Gaza, notamment vis-à-vis du Hamas. Hamas qui, lui, est sunnite, hein. Oui, le Hamas vient plutôt des frères musulmans. Le Hezbollah, lui, est très très proche de l'Iran. Mais il y a eu à un moment donné une espèce de rapprochement entre le Hamas issu de la tradition frériste Égypte. Alors, c'est très important là-bas parce que vous voyez, Israël est très proche de l'Égypte. Hein, donc, Oui. il y a Serre Arafat, donc vraiment l'Égypte a donné beaucoup de révolutionnaires pro-palestiniens parce que justement ils sont frontaliers. Donc le frérisme qui lui vient aussi d'Égypte, hein, a été forcément très imprégné de nationalisme palestinien et de libération de la Palestine. Voilà. Donc c'est pour ça qu'après ils se sont retrouvés croisés là-dessus. Là où par exemple, le Hamas a dû lui-même combattre Daesh, qui sont aussi des sunnites. Vous voyez, les Daesh sont des sunnites, Al-Qaïda sont des sunnites, et ils combattent le Hamas sunnite, alors que les chiites du Hezbollah sont alliés avec le Hamas. Donc c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Ouais, et moi je trouve que c'est important de rappeler ça parce que tu sais, t'as souvent cette espèce de réduction complètement teubée des conflits géopolitiques à une religion, tu sais, comme si c'était le truc déterminant, alors qu'en fait c'est plutôt un facteur d'explication. Oui, voilà, c'est ça, qu'une cause. C'est un vecteur, hein, c'est la religion comme ça peut être la nation, etc. Mais dans des pays beaucoup plus récents, voilà, c'est un vecteur justement
de cohésion collective, quoi. Et ces vecteurs de cohésion collective, ensuite, ils se croisent avec des problèmes sociaux, des problèmes nationaux, des problèmes internationaux. Et donc, ils font ciment, mais ils ne sont pas l'alpha et l'oméga du mouvement, quoi. Donc, donc vraiment, on voit justement comment ça va s'influer. Effectivement, le vecteur chiite sera important, hein, et de toute façon, dès que vous avez une diaspora quelque part, quand vous avez une grosse autorité, il y a de fait des liens qui se font, quoi. Mais effectivement, l'Iran, dans sa volonté anti-impérialiste, créera des liens avec aussi des gens qui ne sont pas chiites, notamment en Syrie, quoi. Donc vous voyez, ça c'est vraiment l'influence. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi Israël va être fortement critique de l'Iran. Faut savoir aussi que Israël... Bien comment tu dis ça. Israël fortement critique. Voilà. C'est bel euphémisme. Mais c'est intéressant parce qu'il y avait une très grosse communauté juive en Iran. Et quand il a commencé à avoir la deuxième guerre Iran-Irak à la fin des années 80, Israël a aussi essayé de faire fuir les juifs d'Iran, qui finalement qui étaient là depuis vraiment beaucoup d'années. On pourrait rapidement parler de ça, mais quand il y a eu la Reconquista au XVe siècle en Europe, les juifs de France, d'Espagne, etc., ont dû être soit forcés à se convertir, soit à l'exode. Et en fait, ils sont partis au Maghreb. C'est là où sont nées les communautés séfarades, voilà. Et aussi beaucoup au Moyen-Orient. On ne se rend pas compte de ça, hein, mais les pays chrétiens, qu'on dit judéo-chrétiens, ont fait fuir les juifs. Il y en a très peu qui sont restés à l'époque par rapport au nombre qu'ils étaient. On fait fuir ou on convertit ou on violenté les juifs au XVe siècle et ensuite après. Ils étaient déjà très maltraités, mais là, c'était vraiment le summum. Et ce sont les pays musulmans qui leur ont offert l'exil et la sécurité, quoi. Et donc, c'est toujours intéressant de voir ça aujourd'hui quand on nous fait croire que le monde musulman serait profondément hostile au monde judaïque. C'est un petit peu plus compliqué que ça, quoi. Voilà. Puis alors moi, si tu veux, venant de nous, peuple d'Europe et particulièrement d'Europe occidentale, faire des leçons sur l'antisémitisme historique au reste du monde, comment te dire, j'ai toujours un moment où je me dis, putain, mais... C'est ça. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la putain de charité, quoi. Mais bon, bref. Donc c'est pour ça que les Juifs sont partis au Moyen-Orient beaucoup, et en Iran, il y en avait énormément. Et dans la seconde guerre Iran-Irak, Israël fera en sorte justement de déstabiliser l'Iran pour que les Juifs d'Iran ou d'Irak viennent en Israël, quoi. Donc c'est vraiment l'instrumentalisation, vous voyez, du religieux, l'idée de l'islam est hostile aux Juifs, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement moderne et très instrumentalisé dans les intérêts impérialistes, quoi. Et ça, on ne le rappelle pas assez. Je n'ai jamais entendu Enthoven parler de ça, par exemple, ou Front Populaire. C'est bizarre. Voilà. C'est bizarre. J'espère qu'il nous écoute. Déjà, Raphaël Glucksmann t'a écouté et est en train de se dire « Putain, mon alliance avec la CIA, peut-être que ça pue du cul pour moi dans 15 ans, je sais pas. » Donc, j'espère que Raphaël Enthoven va t'écouter aussi. Voilà. Donc voilà, les califats ont offert aux juifs, qui étaient les juifs occidentaux, des pays chrétiens, protection. Les juifs après sont partis un petit peu, sont restés maranes, c'est-à-dire ils se sont convertis, pseudo-convertis. Et ensuite, il y en a eu un peu aux Pays-Bas. Par exemple, un de mes grands amis, tu sais, Zoé Spinoza, est un juif. Chassé d'Espagne, passé par le Portugal et arrivé ensuite à Amsterdam. Voilà. Donc, il fait partie de cette histoire-là. Exactement. Et en vrai, tu l'aimes un peu, Chris. Ah, mais j'adore. Je l'adore. Donc voilà, donc l'influence chiite. J'espère que ça vous plaît, le chat. J'espère que c'est pas... Ouais, les gens sont contents. Les discussions sont très intéressantes dans le chat. C'est cool. Bon, top. Ensuite, l'Iran au Moyen-Orient. Ça, c'est extrêmement important. L'Iran, justement, va essayer de se développer. Et il va devenir un peu central grâce à la Chine. Il y a de très gros accords avec les Chinois récemment. Donc vous voyez, en plus, sa position un petit peu centrale fait que, et en plus c'est quand même un très grand pays, très étendu, la Chine, dans sa fameuse nouvelle route de la soie, donc ça on en a parlé, si vous voulez comprendre aussi la dynamique économique chinoise, il y a une capsule qu'on a fait avec Padu la dernière fois, donc dans son développement de l'économie, l'Iran va devenir un partenaire très important de la Chine, et donc va pouvoir aussi commencer à étendre son influence économique autour de lui, quoi.
Donc il y a eu énormément d'investissements des Chinois et donc vous voyez en espèce d'orange, etc. Vous voyez les pays membres de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. C'est vraiment le développement des projets chinois dans cette partie asiatique du monde, quoi. Et donc on voit la création de centres urbains, logistiques, de routes, etc. ou de routes maritimes. Ce qu'ils vont faire de l'Iran un partenaire très important dans les années 90-2000 avec l'extension de la Chine. Donc c'est aussi un truc qui pose problème à notre impérialisme en fait. C'est-à-dire non seulement c'est un pays historiquement anti-impérialiste, mais c'est aussi un pays qui arrive quand même à se développer grâce à l'arrivée d'un nouveau partenaire qui est lui-même en contradiction avec l'impérialisme, qui est le partenaire chinois. Je vous ai mis un petit encart parce que récemment ça a beaucoup bougé et ça a aussi un impact très important dans la région. C'est la détente entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Historiquement, les deux sont vraiment très, très opposés, hein. L'Arabie Saoudite est vraiment normalement un pays très, très, très inféodé aux États-Unis. Et depuis 2023, l'Arabie Saoudite et l'Iran ont des relations un petit peu améliorées. Ils ont signé donc des accords à Pékin. Donc vous voyez, l'Iran, l'Arabie Saoudite, très historiquement pro-américaine, qui se retrouve à Pékin pour signer des accords. Vous comprenez que ça déstabilise un peu des gens, quoi. Voilà. Il y en a que ça rend pas content. Voilà, exactement. Donc on voit vraiment aussi, mais même l'Arabie Saoudite, avec Ben Salman, etc. Vraiment, l'Arabie Saoudite, c'est vraiment... on a parlé des accords Sykes-Picot, etc. Mais 100 ans après la création de ce pays de rien, quoi. Voilà, sur les débris de l'Empire ottoman, commence à avoir une espèce de nationalisme et commence aussi à avoir une forme de volonté d'autonomie. On le voit avec Ben Salman, on voit que c'est un pays qui change beaucoup, qui veut avoir sa propre politique et qui veut sortir un petit peu du giron américain. Et donc qui commence à s'intéresser un petit peu plus à l'échange avec ses partenaires. Et ça plaît moyennement. C'est aussi un pays qui est difficile à déstabiliser parce qu'il a aussi beaucoup d'hydrocarbures et parce qu'il est très, 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 très important. Mais on voit qu'ils essayent d'avoir des grands projets, alors un peu délirants. Je ne sais pas si tu as vu ça, Zoé, mais les grands projets de Ben Salman, The Line, de fabriquer une ville immeuble dans le désert. Enfin, voilà, c'est un peu furieux, quoi. Et c'est écologique, a priori, selon Ben Salman. Non, mais après, effectivement, depuis que Ben Salman est au pouvoir, tu vois qu'il y a vraiment un changement très net de la politique saoudienne. Bref, après, peut-être qu'ils sentent aussi que tous les œufs dans le même panier, panier états-unien, vu comment ça tourne et tout. C'est peut-être pas le meilleur calcul, quoi. En fait, on le dit, mais tout ça, c'est dialectique. Les pays qui, justement, ont pu bénéficier de l'Occident, quand maintenant cet Occident est en crise, qu'il a de moins en moins de ressources, qu'il est de moins en moins gratifiant, en fait, vous allez voir que ces pays-là, ils vont de plus en plus se dire, mais attendez, avant on vivait bien grâce à l'impérialisme, aujourd'hui, ça nous promet quoi. C'est-à-dire, ils vont quand même se poser la question de qu'est-ce qu'ils y gagnent à rester dans le giron américain. Et on voit que la dynamique de la Chine et donc des pays autour fait hésiter ces pays-là et un peu se mettre un peu à distance parce qu'ils commencent à voir les problèmes de l'impérialisme et ne plus trop être compensés par les avantages, quoi. Donc, ça va secouer. Voilà, c'est ça. Donc ce que vous voyez là, en fond du fond, on fait une analyse matérialiste, mais en fond du fond, c'est le mouvement global de crise du capitalisme néolibéral avancé. Vous voyez, à la fin, c'est des conditions matérielles qui font que ça se déstabilise. Parce qu'on n'est plus capable de fabriquer assez de profits, parce qu'on est justement plus capable d'en reverser à ses proxys, etc. Parce que justement, la main américaine devient de plus en plus ferme et de moins en moins de velours. Donc voilà, donc on a une détente et donc là je vous ai mis vous voyez le rêve israélien d'un front anti-iranien s'éloigne. Alors l'idée c'est vraiment de faire tomber l'Iran et donc Israël avait essayé justement notamment sous la première présidence de Trump de mettre l'Arabie Saoudite dans sa main avec les accords d'Abraham, etc. pour justement combattre l'Iran. Et en fait, on voit que ça n'intéresse assez peu l'Arabie Saoudite. Oui. Ça n'a aucun sens, quoi. Voilà. Donc, oui, dans leurs intérêts à eux. Enfin bon, bref. Exactement. Et récemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais le croissant chiite, là, dont on a parlé, qui était la zone d'influence, on voit que ça commence à poser problème. On l'a vu donc avec la chute de Bachar el-Assad, la mort du dirigeant du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Ce croissant chiite commence à être de plus en plus, on va dire, déstabilisé. Et donc, cette influence-là, traditionnelle, qui était vraiment portée par les mollahs, devient de moins en moins efficiente.
Et il y a une levée justement dans le pays de gens plus réformateurs, donc notamment le dernier président qui a été élu en 2024. Je ne sais pas si vous avez su, mais l'ancien président est mort dans un accident d'hélicoptère. Et donc, il y a eu des élections en Iran en 2024. C'est un président, donc Pezeshkian, qui veut vraiment réintégrer l'Iran dans, on va dire, l'économie générale, etc., notamment avec la Chine, voilà. Et c'est vraiment un changement, on va dire, de tactique. Et on voit justement en Iran une espèce de contradiction interne entre une société civile étatique, moins proche des mollahs, et la tradition chiite des mollahs et du guide. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il commence à y avoir ces contradictions. Et en fait, on pourrait se retrouver avec peut-être même des gens plus à gauche que les mollahs. Alors, c'est pas tout à fait le cas du dernier président, même s'il a des choses intéressantes, mais justement d'avoir une dynamique comme on avait pu avoir avec Mossadegh, quoi. C'est-à-dire d'avoir une société civile étatique qui voudrait justement être peut-être moins dans la dynamique a priori anti-impérialiste, mais développer le pays pour justement qu'il puisse ne pas tenir que sur l'hydrocarbure et sur la révolution iranienne, mais pouvoir se développer beaucoup plus tout en gardant son autonomie et son influence, quoi. Parce qu'il y a des crises profondes de l'économie iranienne, et cette économie iranienne va avoir des problèmes pour tenir à l'avenir, et donc ça crée des contradictions internes. Donc là, on a un nouveau président dont on ne sait pas trop ce qu'il joue comme jeu, parce que bon, les présidents iraniens sont quand même soumis au guide, hein, voilà, donc Khamenei. Mais on voit quand même que ce président a été aussi élu, comme je vous disais dans les contradictions, je vous ai mis un petit texte après, mais dans le texte, ce que ça montre, c'est que, par exemple, les milliards qui sont dépensés dans le soutien à Bachar el-Assad, etc., commencent à être contestés, et pas simplement par les populations les plus bourgeoises de l'Iran, commence à être contesté par les populations les plus pauvres, parce que c'est un pays qui s'appauvrit, on va le voir ensuite. Et donc, il y a vraiment un questionnement sur la politique étrangère, le coût que ça a en Iran, notamment chez les classes populaires qui commencent à un petit peu se poser des questions sur les milliards qui sont dépensés en soutien militaire, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie, quoi. T'as des questions? Je sais Je pas. disais, non, mais je voulais dire un truc. Pezeshkian représente la classe des Bazaris, la bourgeoisie qui veut se réintégrer dans la globalisation néolibérale. Exactement. Sauf que l'Empire ne le permettra jamais, donc impasse. C'est Benji Psycholib qui nous raconte ça. C'est ce que je disais, en fait, on ne sait pas quel jeu il joue, et du coup, ça peut radicaliser cette bourgeoisie vers beaucoup plus de progressisme, en fait. Justement par... c'est ce qu'on a vu, hein, et c'est pour ça que je parlais de Mossadegh, ça peut être ça. Mossadegh n'est pas du tout un révolutionnaire à la base, et c'est la fermeté de l'Empire voilà, qui l'a poussé à prendre des décisions de nationalisation. Je ne dis pas qu'il va se passer la même chose, mais on va voir aussi que l'impérialisme américain soutenu par Israël, etc., va peut-être aussi radicaliser une bourgeoisie progressiste qui normalement voudrait jouer les règles néolibérales, mais qui finalement va se rendre compte que l'impérialisme l'empêche, et donc va peut-être se radicaliser justement vers une économie beaucoup plus populaire et socialiste. Donc on en est très loin, mais en tout cas, ça va les mettre en contradiction. Tu vois des potentielles classes révolutionnaires en fait, si tu veux, c'est aussi ce qui se passe beaucoup, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, dans les pays de la périphérie de l'Empire. Au départ, ils jouent le jeu, puis quand ils se rendent compte que le jeu est à sens unique, ils se révoltent un peu, quoi. Tu vois, donc ils essayent de faire leur truc. Tout à l'heure, on parlait de Saddam Hussein. Saddam Hussein, au départ, il joue le jeu des Américains. Il est là, voilà. Mais quand il a commencé à voir que ça ne profitait qu'aux Américains, il a commencé à avoir une politique beaucoup plus populaire et beaucoup plus à l'écoute de son peuple, justement pour pouvoir rester au pouvoir. Bon, on sait que ça finit très mal en général, voilà, donc mais ça fait partie des dynamiques matérialistes où on voit justement des bourgeoisies qui au départ croient aux règles du jeu et se radicalisent justement parce qu'ils voient que le jeu n'est pas joué. Bon, on a parlé de la Révolution française, c'est aussi ça. Au départ, la bourgeoisie révolutionnaire en 1789 est encore pro-monarchie, pro-aristocratie, elle veut juste une révolution libérale. Quand elle voit l'acharnement de l'aristocratie, du roi, à ne pas accepter les premières constituantes, etc., on voit une bourgeoisie qui se radicalise vers beaucoup plus de révolution et vers quelque chose de beaucoup plus populaire. Donc l'économie iranienne, donc on voit une économie qui est vraiment en crise, hein, notamment du fait des premières sanctions américaines. Alors vous voyez, hein, le graphique là, c'était l'export du pétrole iranien.
Donc en bleu, c'est l'économie européenne. Ensuite, vous avez la Chine, la Syrie, voilà, les Émirats arabes unis et tout. Et donc, vous voyez, quand Trump commence à remettre des sanctions contre l'Iran, vous voyez, hop, tous les exports d'hydrocarbures baissent d'un coup. En plus, ils seront très très bas à cause du Covid. Ils vont remonter un petit peu grâce à la Chine, mais ils ne reviennent pas au niveau où ils étaient. Et vous avez vu le manque à gagner pendant cette période-là. Et ça, en fait, c'est un vrai problème parce que ça n'a pas permis justement la tenue des équipements en Iran. Il y a beaucoup de coupures d'électricité, il y a des barrages qui sont asséchés, il y a des installations vétustes, alors que c'est quand même un pays qui a une population importante. Et donc, on voit que ça commence justement à créer des problèmes matériels et donc un petit peu une forme d'interrogation de la population sur la bonne tenue du pays par le régime de Mollah, quoi. Voilà. Et ça, c'est un vrai souci. Le Venezuela est tombé aussi un peu là-dedans avec Maduro après Chavez, c'est-à-dire à avoir une... J'allais te dire, ça me faisait penser à ça. Voilà, à avoir une économie trop centrée sur le pétrole. Dès qu'il y a des soubresauts dans l'export de pétrole et dans son niveau de prix, vous avez une économie qui s'arrête et des équipements qui posent problème, et donc des problèmes internes de radicalisation, quoi. Voilà. Bah oui. Mécaniquement. Voilà. Matériellement, voilà. Matérialistement, c'est pas mal. C'est ça. Je note. Donc, vous voyez, l'ennemi de l'Iran va s'en emparer. Et donc, je vous ai mis un petit tweet là, de Little Think Tank, là, mais on voit justement que ces problèmes techniques, ces problèmes matériels vont pousser l'ennemi israélien à essayer de déstabiliser encore plus l'Iran, parce que pour eux, c'est un effet d'aubaine, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est le bon moment pour taper. Voilà, Quoi. ce sont des opportunistes, donc voilà. Je croyais qu'ils faisaient que se défendre, moi. Non, je sais pas. Ensuite, donc toujours dans les logiques de la contradiction interne, les gardiens de la révolution, les Pasdaran, donc vraiment le corps militaire le plus important en Iran, a été victime d'énormément d'attaques ces derniers temps par Israël. Là-dessus, Israël est très fort quand il s'agit de tuer des gens de manière radicale n'importe où dans le monde sans se soucier du droit international. C'est vraiment des experts. Et donc, il y a aussi une contradiction interne qui se crée, c'est-à-dire qu'on voit une armée iranienne, l'Artesh, voilà, les gardiens de la révolution d'un côté et l'armée de l'autre. Ça a toujours été un moyen pour le régime des Mollahs, effectivement, de ne pas justement mettre l'intégralité du pouvoir militaire dans une seule main, parce que c'est aussi toujours un moyen d'empêcher les coups d'État. Ouais, voilà. Et donc, voilà. Et donc aujourd'hui, on voit vraiment, ils sont très très attaqués, les gardiens de la révolution, et ça renforce l'armée. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui un Iran qui a du mal à se décider sur ce qu'il fait contre Israël, est-ce qu'il réplique, est-ce qu'il réplique pas, est-ce qu'il réplique un petit peu, etc. Parce que vous voyez, il y a des vraies grosses contradictions entre le régime des Mollahs et ses gardiens de la révolution qui sont quand même très affaiblis, entre l'armée et le président qui, eux, veulent une autre forme de politique. Voilà. Donc on a une espèce d'aller-retour de l'Iran qui a du mal à soit suivre son ancienne stratégie dont on parlait, c'est-à-dire qu'elle était le croissant chiite, et on voit que non seulement ils ont du mal à tenir, et puis en plus ça coûte cher, et puis en plus il y a des pommes pourries comme Bachar, etc. Et une société civile qui, elle, on ne sait pas trop ce qu'elle veut faire, soit revenir dans la logique impériale, soit peut-être se radicalisera à cause de l'impérialisme trop violent, quoi. J'imagine que quand on parle, tu l'as dit un peu, mais quand on parle de société civile, tu sais, c'est toujours comme si il y avait qu'une seule classe en Iran et que tout le monde avait les mêmes intérêts. Évidemment, j'imagine que le prolétariat iranien est pas dans les mêmes problématiques et ne subit pas, tu vois, les conséquences du blocus, etc. de la même manière exactement. que la bourgeoisie iranienne, quoi. Exactement. Donc là, on est dans une période de tension, et quelque part, même s'ils n'en ont pas tout à fait les moyens, le régime iranien, les mollahs, etc., les tensions vont aussi favoriser l'assentiment populaire. Vous voyez, ce qu'on disait tout à l'heure avec la guerre Iran-Irak, il y a beaucoup de problèmes internes en Iran, économiques, de pouvoir, etc. On va le voir ensuite, il y a des mouvements sociaux très importants. Et donc aussi, quand vous voyez l'Iran, par exemple, ou le guide dire on va répliquer, notre pays est attaqué, c'est aussi un moyen pour eux d'avoir un assentiment national populaire, parce qu'effectivement, souvent, les guerres, ça c'est très matérialiste aussi, permettent d'étouffer les conflits de classe à l'intérieur des pays, quoi. Voilà. C'est le principe même, tu vois, d'union nationale, quoi. Ouais, exactement. Donc là, on voit une contradiction qui se crée aussi. Je vous ai mis un petit point sur en 2022, il y a eu des manifestations très importantes, je ne sais pas si vous vous rappelez, consécutives à la mort de Mahsa Amini, quoi.
Et qui ont Euh, été très relayées chez nous, pour le coup, ces manifs-là. Par opportunisme, etc., même si elles ont du sens, quoi. Voilà. Ah bah bien sûr, parce qu'une fois qu'on a dit ça, tu sais, il y a toute une instrumentalisation des luttes internes à l'Iran par les puissances impérialistes, les puissances occidentales, etc. Il n'empêche que, pour nous, marxistes, progressistes et tout ça, c'est très intéressant de regarder ces mouvements sociaux-là, parce que on voit aussi toute la dimension progressiste, et puis on voit comment il peut y avoir des choses qui vont dans le bon sens à nos yeux, à nous, quoi. Donc c'est très intéressant de regarder ça. C'est ça. Et donc, Masha Amini, bah voilà, c'est une jeune femme qui est morte suite à sa détention par la police de la moralité. Ouais. Mm. Donc, Jeune femme décédée des suites de violences policières. mm, Enfin voilà, où ils ont mis du temps à rendre son corps, ils ont menti, l'état du corps était pas cohérent avec, avec le scénario qui avait été donné par la police. Vraisemblablement, elle est morte, passée à tabac et torturée, quoi. Et c'est pas la seule, mais là, c'est le cas qui a fait un peu s'embraser les choses. c'est ça. Et voilà, c'était une toute jeune femme, hein, elle avait quoi, 21, 22 ans, je crois, enfin vraiment très Ouais, jeune. ouais. Ça précise dans le chat, c'est très important, elle était kurde. Ouais, Et elle c'est était vrai que kurde. Ouais. Bah, c'est pour ça que je vous ai mis là où il y a eu les plus grosses manifestations. Et je vous ai bah mis oui, ensuite les populations à côté. Vous voyez? Donc, eh oui, au et c'est pas, Kurdistan, c'est, c'est c'est bien. pas un hasard. Ça a été vraiment un mouvement très important. Vraiment de déstabilisation interne du régime des Mollahs, sans aucune forme. Alors, il y a eu un relais des Américains, etc. Mais là, il y a vraiment très peu d'instrumentalisation. C'est vraiment un mouvement qui part de l'Iran et qui est vraiment transclasse en plus. Ce qui n'était pas tout à fait le cas, par exemple, des manifestations de 2009 contre Ahmadinejad, qui étaient très ciblées dans la bourgeoisie, ou ce qu'on peut voir, on a parlé Ouais. tout à l'heure de l'Amérique du Sud. Voilà. Là, on a vraiment un mouvement qui est très populaire et qui bien vu dans le chat, mais c'est pour ça que je vous ai mis à côté les deux cartes, là où il y a eu le plus de manifestations et là où il y a les communautés en fait. Et donc on voit effectivement que ça a été aussi un moyen de revendication de nationalité, que ce soit la nationalité kurde ou baloutche ou voilà, etc. Donc ça s'est croisé à ce moment-là et ça a déstabilisé le régime des Mollahs. Ça continue de les déstabiliser, c'est moins intense aujourd'hui, mais il continue d'y avoir des protestations dans ces régions-là, quoi. Donc ça, vous voyez, hein, il y a beaucoup de choses qui montent en Iran, de problèmes internes, économiques, culturels, ethniques, etc. Et donc, c'est aussi un pays qui a besoin de tenir ça. Et aujourd'hui, le nationalisme iranien peut apparaître comme une solution pour régler ça, quoi. Alors, là, on voit un peu ce qui explique aussi les réactions des Iraniens, où ils en sont eux. Qui a intérêt aussi à une guerre et pourquoi aujourd'hui ça s'accélère entre Israël et l'Iran. Il y a un fond qu'il faut bien comprendre, c'est les États-Unis ont intérêt à déstabiliser cette région par l'intermédiaire d'Israël. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le baril de pétrole n'a jamais été aussi bas depuis très très longtemps. C'est un peu basique, hein, le pétrole, mais ça explique beaucoup de choses. Pas tout, hein, parce qu'on vous l'a vu, on n'a pas parlé de ça voilà, précédemment. Donc le pétrole est descendu autour de $60, en dessous de $70 de Brent, donc le pétrole classique. Il est descendu à $60 et nos États-Unis, eux, sont devenus le premier fabricant de pétrole au monde, mais avec du gaz de schiste, avec du pétrole de schiste. Et le pétrole de schiste est extrêmement intéressant. Mais il coûte plus cher à produire et son seuil de rentabilité c'est $65. Donc nos États-Unis, quand ils voient le pétrole baisser, c'est-à-dire le pétrole de Brent, c'est-à-dire le pétrole classique tomber en dessous les $65, ils se rendent compte que les gens vont acheter ce pétrole-là à défaut d'acheter du pétrole de schiste, quoi. Et donc Trump, qui lui est déjà dans une guerre commerciale où il va diminuer les exports parce qu'il est en train de mettre des barrières douanières, etc. Si en plus il ne peut plus exporter du gaz de schiste, c'est extrêmement problématique. Donc on a un niveau de pétrole qui est tombé sous les $55, sous les $60. Et donc l'effet de l'attaque d'Israël tout de suite a remonté le baril de pétrole à $80. Et donc a re-rendu intéressant le pétrole de schiste américain. Donc ça c'est vraiment très basique. Mais si vous voyez une accélération justement de la guerre et avec la proximité d'Israël, c'est justement parce que la baisse économique, la crise économique et la baisse du pétrole général moyen-oriental impactent directement l'économie américaine parce qu'ils ne peuvent plus exporter leur pétrole de schiste qui coûte beaucoup plus cher.
Je sais pas si c'est clair, mais ça, c'est vraiment décisif. Donc aujourd'hui, quand vous voyez Oui. Israël attaquer l'Iran, Israël ne fait pas ce genre d'opération sans l'aval des États-Unis. Là, on voit vraiment le go, justement, d'une déstabilisation du Moyen-Orient. Rien de mieux qu'Israël pour déstabiliser le Moyen-Orient. C'est vraiment un pays qui sert à Oui. ça. c'est C'est le but, hein. c'est ça. Enfin bon, Et c'est donc, son rôle dans le game, hein. c'est ça. Donc, cette déstabilisation sert justement aux intérêts économiques américains, notamment par rapport au pétrole. Pour toi, là, Israël joue, son rôle de proxy, quoi, tout en jouant sa propre partition, mais Ouais, sa partition à Netanyahou, c'est aussi que lui, il a besoin de la guerre pour pouvoir se évidemment. maintenir au pouvoir. Donc en fait, vous voyez, on a un petit conflit comme ça ici, qui est assez intéressant, parce qu'on voit un régime iranien qui lui est en crise, et donc qui va un petit peu utiliser du nationalisme pour tenir, voire on va dire, évacuer ses problèmes internes. Un nationalisme... fascisme, voilà, un fascisme israélien qui est Netanyahou, qui lui, comme tous les fascistes, a besoin d'être en guerre continue pour pouvoir tenir au pouvoir, parce qu'ils sont dans une dynamique de guerre génocidaire, etc. Et derrière, un impérialisme américain qui, lui, a besoin que cette région soit totalement déstabilisée pour pouvoir maintenir ses intérêts économiques, et c'est-à-dire pour pouvoir maintenir sa rente sur son pétrole de schiste, quoi. Et donc, ça donne cette situation au Moyen-Orient qui est extrêmement instable. Alors qui est extrêmement instable, mais moi j'avais mis vers une guerre générale, peut-être pas sûr, parce que justement, une guerre absolument totale bloquerait totalement l'économie là-bas, et elle est clé, hein. Les États-Unis ne peuvent pas faire en sorte que le pétrole disparaisse. Ils ne pourraient pas fournir à tout le monde, et eux-mêmes en importent du pétrole classique, mais ils ont juste besoin de maintenir les prix, quoi. Et donc ça veut dire que on peut se retrouver justement à avoir un espèce de consensus où c'est pour ça que vous voyez justement Israël qui attaque, l'Iran répond, Israël attaque, l'Iran répond, et on a entendu aujourd'hui Trump dire ils vont trouver un accord. Vous voyez, donc voilà, une espèce de situation pas vraiment froide, mais pas non plus totalement chaude, un peu tiède, qui permet aux mollahs de tenir, aux fascistes Netanyahou de tenir, et aux intérêts américains d'être préservés dans la partie de leurs intérêts économiques à vendre le gaz de schiste, quoi. Et c'est assez discordant avec, tu sais, des trucs, moi, que j'ai pu entendre là de, ouais, Netanyahou, il devient incontrôlable, les États-Unis ne le contrôlent plus, et cetera. Alors que bon, en fait, tout cela est quand même, relativement Exactement. contrôlé, quoi. Ah non, c'est contrôlé, et justement cette déstabilisation sert les intérêts américains, mais comme la déstabilisation entre l'Ukraine et la Russie a servi des intérêts américains, parce que justement elle a permis de rentrer dans une économie de guerre sous les démocrates. Là aujourd'hui, ce qu'on voit avec Trump, c'est que autant le front ukrainio-russe est un problème pour lui, parce qu'il veut plutôt créer une alliance pour attaquer la Chine, autant le front israélo-iranien est clé pour lui pour maintenir l'export et l'économie américaine d'export du gaz de schiste, quoi. Je vois quelqu'un qui nous accuse de faire des analyses Thinkerview-Core, alors Kems 89, sache que moi, je suis extrêmement vexée. Je vois pas le Ma rapport, vexation. mais... Non, mais bon, bref. Il est en train de te traiter de pro-russe. Après, les premiers à avoir intérêt à attaquer l'Ukraine, c'est d'abord les nationalistes russes, hein. Enfin, faut pas se voler la face, hein. Évidemment, Donc, évidemment. mais tout ça se fait dans un jeu stratégique général, quoi. Poutine joue sa carte, et les Américains ont répondu à cette carte en jouant les leurs, quoi. Voilà, c'est ça le jeu, quoi. Le chat trouve que que l'explication sur le gaz de schiste est un peu insuffisante, parce que le gaz de schiste ne représente que 0,2% du PIB états-unien. Ouais, mais pour eux, c'est... C'est les perspectives surtout C'est les dessus, non? perspectives C'est ça? dessus, et aujourd'hui, Ouais. c'est vraiment des choses qui sont très importantes, et ça a fait partie même de la campagne de Trump de surexploiter le gaz de schiste. Donc c'est une économie que Trump veut relancer à fond, qui veut développer au max, et si aujourd'hui ça s'arrête, enfin là il y a des champs d'exploitation du gaz de schiste qui vont devoir être à l'arrêt, et à cause du prix trop bas du Brent, et donc c'est vraiment un truc que Trump ne peut pas laisser passer. Donc effectivement, il y a jamais personne n'a dans son PIB 20% d'un seul truc, quoi. Mais ce que je veux dire, aux États-Unis, dans la dynamique de Trump, ce qui était moins le cas par exemple chez Biden, la rentabilité du gaz de schiste fait partie de sa politique, quoi. Une dernière slide. Est-ce qu'on va avoir l'Iran qui s'armerait justement avec la bombe, parce que c'est quelque chose qu'ils essayent de faire, qui recule, sur lequel ils avancent, sur lequel ils créent des compromis. Mais là, ce qu'on a vu dernièrement, c'est une demande
justement d'avoir la bombe nucléaire en Iran, parce que c'est ce qui pourrait permettre au peuple iranien, enfin certains le pensent, d'être, comment dire, protégé des attaques impériales israéliennes et américaines. Ça pourrait être justement une solution pour les mollahs de se maintenir, justement d'aller vers ce programme-là. Alors c'est quand même extrêmement compliqué. Là, ce serait quand même une escalade, en fait, sachant que normalement, il y a des traités de non-prolifération, donc ils n'ont pas le droit de le faire. Je rappelle aussi qu'il y a un pays qui n'a pas le droit de le faire, mais qui l'a fait quand même et à qui personne ne le reproche, qui s'appelle Israël. Donc Israël a littéralement la bombe nucléaire, sponsorisée, aidée par l'Occident. Personne ne parle d'interdire à Israël d'avoir la bombe nucléaire, alors que normalement, ils sont censés ne pas l'avoir. Et qu'ils sont torchés avec la totalité des traités de non-prolifération. Enfin bon, voilà, c'est la fête, quoi, j'ai envie de dire. C'est la fiesta. Voilà, et donc il y a aussi une montée justement dans le nationalisme iranien de se poser la question d'enfin avoir la bombe, ce qui n'est pas pour la balancer sur les gens. Quand vous voyez de l'instrumentalisation de dire il y a des gens qui réclament la bombe, c'est que eux ils considèrent que avoir cette bombe leur permettra d'être une force de dissuasion et d'être moins moins vulnérable, etc. Voilà. Et ça aussi, c'est aussi une forme de vision qu'ils ont à travers un allié quand même important chez eux, qui est la Russie, où ils voient justement que la Russie, avec cette menace nucléaire, peut se permettre des choses sur lesquelles l'Iran lui-même est limité, quoi, et beaucoup plus ouvert à la violence américaine et israélienne, quoi. Voilà. Donc voilà où on en est. Aujourd'hui, donc, pour vous donner un petit échange, Poutine fait l'intermédiaire entre l'Iran Israël. La Chine, Moscou ont plutôt envie de dire aux Iraniens de se calmer. Ouais, de se maintenir, même s'ils reconnaissent que c'est une attaque israélienne unilatérale, que l'Iran a le droit de se défendre, voilà ce que tout le monde a dit. Enfin, nous, c'est notre ligne à la brèche. Ça peut être la ligne de tout le monde dans le contexte où on est. Enfin bon, bref. Il y a des présidents de la République occidentaux qui se sont empressés de dire que ils allaient aider Israël, quoi. Genre, oui, non, mais oui, oh là là, putain, oui. Oh là, mais tu sais qu'il me fatigue, lui, hein. Il me fatigue, vraiment, putain. Poutine, donc, s'est posé comme intermédiaire dans les négociations. Et donc, il aurait appelé Ramenei pour aussi lui dire que le régime peut être en danger, mais que les Américains pouvaient rentrer dans la danse. Alors moi, ça, c'est quelque chose c'est ce qu'a dit Trump au départ, mais bon, c'est un peu un fanfaron. Et sachant qu'il faut quand même comprendre un truc, les Américains, le peuple américain est vraiment contre une guerre avec l'Iran. On n'est pas du tout comme en 2003, juste après le World Trade Center, où tout le monde était d'accord pour attaquer Saddam Hussein et l'Irak. Il n'y a pas du tout cet assentiment américain pour attaquer l'Iran. Et justement, ces précédents irakiens, afghans, etc., ont peut-être refroidi un petit peu les velléités. Il y a ça aussi. Et Trump, rappelez-vous, a aussi été élu comme quelqu'un qui allait arrêter les guerres et comme quelqu'un qui s'opposait à la dépense faramineuse dans la guerre, qui était vraiment la tradition démocrate. America First, il y avait toute une dimension comme ça aussi dans America First. C'est ça. En fait, c'est une forme de nationalisme très économique, en fait. Oui, c'est ça. Du souverainisme un peu fascisant. Et beaucoup moins le gendarme du monde qu'était Biden, où beaucoup critiquent justement cette idée. Les États-Unis, quand ils sont en crise, sont souvent très protectionnistes et isolationnistes et ont moins l'intérêt à vouloir faire des grosses dépenses militaires pour être un peu partout. Donc là, Trump est un peu revenu à 4 heures tout à l'heure. Ça bouge vite, je suis désolé, j'ai peut-être loupé quelque chose. Mais Donald Trump a appelé Israël et l'Iran à trouver un accord. Voilà. Au moment où ils étaient en train de s'échanger des tirs. Et donc, il a dit l'Iran et Israël devraient trouver un accord. Et ils vont trouver un accord. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de rencontres et de lieux en ce moment. Donc, on devrait garder cet effet un peu tiède entre les deux qui permet à tout le monde le statu quo. Le statu quo économique pour les États-Unis, le statu quo fasciste pour Netanyahou et le statu quo en Iran pour les mollahs. Voilà. Ça rigole dans le chat en disant Trump va avoir le prix Nobel de la paix. Alors je vous rappelle qu'ils l'ont filé à Obama, qui a pas été le moins guerrier des présidents américains. C'est ça. Donc bref, tout est possible. Ok. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a Moi, je rajouterais bien un petit truc, Chris, quand même, parce que c'est un peu sur mes sujets, mais aussi parce que quand on nous parle de l'Iran en France, ce qu'on nous agite en permanence, c'est le cas des tu vas femmes pas parler de trucs de gonzesse. Moi, j'ai fait exprès. Si, je vais parler de trucs de gonzesse.
Je vais parler de trucs de gonzesse, on va parler, non mais parler rapidement de l'instrumentalisation des trucs de gonzesse Exactement. par les régimes occidentaux avec toute la dimension impérialiste. Alors je pense qu'après ce développement d'une heure et demie, personne ici n'a de doute sur la dimension impérialiste qui est faite aux attaques envers l'Iran. Et quelle place, une fois qu'on s'est dit tout ça, là, tout ce qu'on vient de se dire, vous vous doutez bien que quand quelqu'un arrive la bouche en cœur en disant qu'il se soucie énormément du sort du peuple des Iraniens et des Iraniennes, et particulièrement des Iraniennes, on peut se douter quand même que ils n'ont pas au cœur que les combats féministes. Pour dire un peu un truc, moi je vais suggérer aux gens, s'ils ont envie de lire des trucs un peu là-dessus, de suivre un compte qui s'appelle Lettres de Téhéran, lettres au pluriel. C'est des militantes progressistes iraniennes qui tiennent ce compte, mais qui vivent en France et qui sont francophones. C'est un compte, je crois, qui a fait suite aux manifestations de 2022, tout ce mouvement dont on parlait, très fort dans le Kurdistan, etc. C'est des militantes progressistes qui ici se positionnent, soutien de LFI par exemple. Enfin, elles ne sont pas militantes, mais elles s'étaient positionnées comme ça. Je dis elles parce que c'est essentiellement des femmes qui tiennent le compte. Et je vais prendre l'exemple de Lettres de Téhéran parce que l'été dernier, elles ont annoncé qu'elles fermaient leur compte Twitter parce qu'elles n'en pouvaient plus en fait que le fait qu'elles tiennent au courant de l'état des luttes populaires en Iran, des luttes progressistes, et notamment de la répression que peuvent subir un certain nombre de militants et de militantes en Iran, de militants de gauche, soit totalement instrumentalisés en France par des gros débiles de fascistes et de racistes pour tenir des discours islamophobes, racistes, etc. Et qu'elles n'en pouvaient plus de se faire récupérer leur lutte, une lutte progressiste et féministe, pour servir des intérêts impérialistes, capitalistes et racistes et de fait misogynes aussi. Et donc voilà, moi je voulais quand même dire ce mot-là, de rappeler que la situation des femmes en Iran est bien plus complexe que ce qui nous est présenté. L'Iran est un pays où il y a un très haut niveau d'éducation, un très haut niveau de développement technologique, etc. Ah Malgré oui, tout ce qu'on vous a dit, un embargo, etc. Avec un système universitaire très performant et tout. Et des et bien femmes qui plus sont très égalitaire. éduquées. Bien plus Oui, mais oui. Non, très mais éduqué. et ça, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problèmes Bah, sociaux en Iran, pas du tout, hein, pas du tout. Et juste, qu'il n'y a pas de problèmes liés au patriarcat, etc. Mais il faut se rendre compte d'à quel point on a un prisme déformé de la réalité de la situation en Iran, particulièrement des femmes iraniennes, et de sur quoi porte leur lutte. Excuse-moi, vas-y, Chris. non, non, Et non, après, mais moi je précise juste ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on voit la moitié des choses. Les femmes étaient empêchées par le patriarcat laïque, presque occidental du Shah d'Iran, à l'accès à l'université, à l'accès Bien sûr. voilà. Et paradoxalement, en fait, la révolution iranienne leur a permis de devenir des révolutionnaires et d'accéder à tout ça. Donc en fait, c'est aussi un paradoxe, c'est-à-dire que avant il y avait des femmes à la maison sans tchador et maintenant il y a des femmes ingénieures en tchador. Donc c'est la complexité de la société iranienne. On n'a jamais eu de femmes aussi éduquées dans les ministères, dans l'ingénierie, etc. Et je finis là-dessus. Dans la détente avec l'Arabie Saoudite, Ben Salman essaye de faire ça aujourd'hui avec sa société. C'est-à-dire, il comprend qu'une société où les femmes sont exclues est une société qui de fait restera comment dire marginale, minoritaire, etc. parce que tout ça c'est de la force intellectuelle dont on se prive, quoi. Donc juste je voulais te Exactement. rajouter ça. Oui, oui, tu as totalement raison. Et pour conclure un peu sur cette situation des femmes en Iran particulièrement, et plus largement des militants progressistes, et l'instrumentalisation qui en est faite en France, vous voyez, dans les frappes hier, donc il y a eu des dizaines et des dizaines de morts en Iran. Il y a le portrait d'une femme qui a été relayée, alors moi, dans les milieux militants que je connais, mais qui n'a pas du tout été relayée dans les médias. Alors, dans toutes les personnes qui sont décédées, il y a une femme qui s'appelle Parnia Abbasi, où on voit des photos d'elle en cheveux, etc. Comment ça se fait que le visage de cette femme-là, tu vois, des gens qui sont soi-disant très très au fait des luttes progressistes iraniennes, etc. Comment ça se fait qu'il n'y a pas le visage de cette femme, de cette jeune femme partout, de cette jeune poétesse tuée dans les frappes israéliennes? Et donc, le compte Lettres de Téhéran, par exemple, ils ont relayé le visage de cette femme et d'autres femmes. Ils citent Niloufar Galevand, 28 ans, qui était coach de fitness, qui est morte aussi dans les bombardements. Marianne Mobini, 26 ans. Enfin, voilà. La société iranienne est une société complexe comme toutes les sociétés. Et l'espèce de paternalisme de penser que des femmes qui mènent elles-mêmes des luttes dans leur pays, participent à son fonctionnement économique, etc., culturel, ont besoin des gentils occidentaux, pas du tout dans la culture patriarcale, pour se libérer, moi, ça me cringe de fou. Normalement, quand on est des militants progressistes, on devrait pouvoir regarder les autres peuples avec déjà un regard fraternel, évidemment, et voir comment nous avons des camarades dans ces pays qui sont capables de mener des luttes
Et nous, la seule chose qu'on doit réfléchir, c'est quelles sont les conditions matérielles pour que les luttes progressistes puissent advenir et comment, dans notre perspective internationaliste des luttes, on peut soutenir et porter secours à tous nos camarades partout dans le monde qui luttent, en Iran et ailleurs. Voilà, je voulais juste dire ce petit mot-là. Je vais vous liker dans le chat. Ce petit mot-là, c'était un jeu de mots. Ah putain, non, j'ai pas fait exprès. Non, mais voilà, en fait, si tu veux, ça me saoule. Et soyez bien certains et certaines que c'est évident ce que je vais dire, mais que les militants qui s'opposent actuellement au régime iranien en Iran s'opposent également aux frappes israéliennes en Iran. Enfin, je veux dire, ça semble évident, mais et voilà, bref, c'était Non, mais t'as raison, et surtout que ça fait le pont entre ce qu'on disait, quand tu disais justement, nous on veut les luttes progressistes. En fait, il n'y a pas de possibilité progressiste dans un pays qui subit l'impérialisme, en fait. On peut toujours vouloir des choses pures, prolétariennes, indépendamment du nationalisme, blablabla, mais quand vous êtes un pays, torturé, violenté par l'impérialisme, ben, de fait, vous allez avoir forcément des contradictions internes sur la religion, sur le nationalisme, etc. C'est vraiment un agent favorisant tout ça. C'est vraiment un agent qui va radicaliser des sociétés, des fois dans des choses très réactionnaires. Donc, quand vous voyez par exemple l'impossibilité du régime des Mollahs à s'ouvrir, à devenir progressiste, comme l'a bien décrit Zoé aussi, dites-vous que c'est aussi parce que ce régime veut tenir et qu'il veut tenir en face d'un impérialisme américain qui empêche matériellement les classes sociales progressistes ou les sujets révolutionnaires progressistes de se développer à l'intérieur, quoi. L'impérialisme américain, c'est pour ça que dans notre précédente capsule, Zoé, on a fait avec la Californie, là, quand on disait que les États-Unis s'ils disparaissaient, c'est-à-dire qu'il y avait une sécession des États-Unis, on a prophétisé ça et on en rêve, ce serait une bonne chose. Oui, premier degré, ce serait une très bonne chose. L'Empire américain. Tout le monde, putain. L'Empire américain. La chute de l'Empire américain est une priorité pour 100% des habitants de cette planète. C'est exactement comme la chute à un moment donné de l'Empire romain a permis des progrès sociaux et humains quand il était vraiment sur sa fin. Tous les empires en déliquescence créent des énormes problèmes à l'humanité et celui-ci n'a jamais été aussi important et n'a jamais été aussi guerrier, quoi. Voilà. Et donc voilà, écoutez, force aux personnes qui subissent la guerre et qui en meurent ou qui voient leurs proches en mourir. Force à tous les militants progressistes partout où ils sont pour mener leur lutte. Force aux luttes décoloniales et anticoloniales et anti-impérialistes, bien sûr. Et puis, écoutez, nous, de notre côté, on va continuer à suivre ça, à regarder ça avec grand intérêt, à essayer de voir comment essayer justement d'être ni des perroquets de la propagande impérialiste états-unienne, ni tomber, encore une fois, dans un campisme un peu bas du front qui ne permet pas ni de comprendre, ni nous, à notre place dans les milieux dans lesquels on lutte, de lutter d'une manière efficace pour nous-mêmes et pour les autres peuples. Donc voilà, Chris, est-ce que tu as envie de dire un petit mot de conclusion et puis on va dire au revoir à tout le monde? Non, t'as tout dit. Bon, écoutez, là-dessus, il me reste qu'à vous suggérer de regarder la capsule qu'on a fait sur l'éventuelle sécession de la Californie qui est sortie il y a quelques jours. Donc on vous laisse aller voir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez vous abonner à la chaîne personnelle de Padu, à la mienne sur laquelle un jour il y aura du contenu. Vous pouvez aller lire la revue Position Revue. Vous pouvez également vous abonner à nos Twitter, à nos Blue Sky, à nos Insta, pour ceux qui en ont ça et là. Si vous voulez nous soutenir, le plus efficace pour nous, c'est de nous soutenir sur Tipeee. Vous trouverez le lien dans la description. Si un jour vous voulez soutenir en vrai, faire du militantisme et tout, là tout de suite on est en train de s'organiser, mais un jour, promis, on aura des trucs à vous proposer. En attendant, vous pouvez bien sûr rejoindre les syndicats, les partis, les orgas, quels qu'elles soient les collectifs qui sont près de chez vous et qui vous parlent pour pouvoir militer et avoir vraiment un impact sur les différentes luttes. Sur ce, on vous dit force à vous, force à tous, à plus tout le monde et salut. Salut à tous, tenez le coup.